Alors en première spécialité, donc on démarre la géologie avec ce chapitre 1 qui consiste à comparer les continents et les océans de manière plutôt descriptive. On ne va pas expliquer, mais on va plutôt décrire. Alors déjà quelques rappels que vous avez peut-être déjà vus en enseignement scientifique. C'est quelques mots de vocabulaire, hein. On peut étudier donc en tant que géologue les roches à plusieurs échelles, à plusieurs niveaux, soit à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à l'échelle de ce qu'on appelle un affleurement. Donc vous pouvez sur cette planche que vous avez mettre la légende comme quoi c'est un affleurement, ça veut dire que la roche est visible à l'air libre, elle n'est pas recouverte de végétation et de sol, donc ça arrive assez souvent, heureusement pour les géologues. Du coup, ils peuvent prélever des roches et étudier en détail la roche. Donc voilà le deuxième niveau d'analyse. Là, on était, l'échelle, c'était le mètre, ou voire même le kilomètre. Là, on est à l'échelle du centimètre ou du mètre maximum. Donc la roche, qui est un ensemble de minéraux. Alors la matière minérale, c'est de la matière non organique, c'est de la matière non vivante, matière minérale formée de minéraux. Et dans les roches, les minéraux peuvent être cristallisés ou non. Alors s'ils sont cristallisés, on va voir apparaître des faces parallèles. Et pourquoi on va voir apparaître des faces parallèles qui brillent? Tout simplement parce que intimement, hein, à l'intérieur des cristaux, les atomes sont rangés en motifs qui se répètent. Ces motifs s'appellent des mailles. Voilà, alors, donc je vais peut-être un peu vite, je vais peut-être reprendre avec vous. Définition 1, affleurement, c'est donc apparition où la roche est visible à l'œil nu, est accessible à l'air libre plutôt. Définition numéro 2, une roche est un ensemble de minéraux. Minéral, ça veut dire matière non vivante. Ces minéraux sont cristallisés ou non. Ça, c'était donc la définition d'une roche. Définition d'un cristal, c'est de la matière minérale qui est organisée en mailles. Cette organisation lui permet d'avoir des faces parallèles qui brillent. Et enfin, une maille, c'est une organisation des atomes en motifs qui se répètent. Normalement, encore une fois, en enseignement scientifique, vous allez le voir, vous l'avez déjà vu. Donc je n'insiste pas. Voilà le plan que vous avez, donc je vais également assez vite. Deux grandes parties. On va d'abord avoir une approche géographique des océans et des continents, puis ensuite une approche géologique. Alors, approche géographique, première chose, on regarde les reliefs. On regarde les reliefs sur Terre et vous avez un graphique qu'on appelle un graphique bimodal. Alors, si on n'avait pas trop mesuré quoi que ce soit, on aurait pu se dire qu'on avait une majorité de... Alors, ce graphique en abscisse, il vous donne les altitudes ou profondeurs, les profondeurs étant des altitudes négatives, puis en ordonnée le pourcentage de terrain qui possède cette altitude. Donc si on n'avait pas trop réfléchi, on aurait pu se dire, il y a sur Terre une altitude la plus courante, je sais pas moi, 800 mètres, et puis quand je vais dans les hautes altitudes, j'ai de moins en moins de terrain concerné, quand je vais dans les hautes profondeurs, j'ai de moins en moins de terrain concerné. Ce n'est pas du tout le cas, on a deux pics, on dit graphique bimodal. Donc ces termes, de toute façon, vous les avez dans le cours, puisque je vous donne la version complètement rédigée. Alors qu'est-ce qu'on constate? Que les océans se distinguent nettement des continents. Alors évidemment, la limite pour les géographes, c'est zéro, le niveau de la mer, quoi. Et quand on est dans les océans, il y a une altitude qui est très courante, une profondeur qui est très courante, c'est 4-5 km de profond, moins 4000, moins 5000 mètres. Et puis l'équivalent pour les continents, c'est entre 0 et 1 km, c'est-à-dire Pontarlier à 850 mètres, on est dans l'altitude la plus courante, 20, 25, 22% des terrains sont concernés sur Terre pour les continents. Donc du coup, voilà, les deux pics, si on veut, de ces deux modes-là qu'il faut mettre en évidence. Maintenant, on peut parler des extrêmes. Dans les océans, donc les profondeurs les plus importantes, ça descend jusqu'à moins 11 km de profondeur. Et puis, donc c'est les fosses, hein. Par exemple la fosse des Mariannes, on va y revenir juste après. Et puis ici, donc les terrains les plus élevés, l'Everest, le mont Everest, hein, dans la chaîne himalayenne. Voilà, sur ce premier petit paragraphe, je reviens au plan, si on veut bien, voilà. Donc on a simplement parlé de la répartition des altitudes. On enchaîne, alors c'est presque le même paragraphe, mais on va donner quelques termes au niveau de ces reliefs. Donc justement, quand on fait une coupe
dans un océan, vous avez cette planche également, hein, notamment dans l'océan Atlantique, on peut distinguer, alors on fait la coupe de A à B, voilà ce que ça donne, donc du coup j'oriente la coupe. On s'aperçoit déjà qu'au fond de l'océan, il y a une chaîne de montagnes. Donc j'ai fait le petit pointillé qui indique la dorsale océanique. Un petit relief de 2 km d'altitude. Vous notez tout ça, hein. Voilà, alors en fait elle est assez large cette dorsale, on s'aperçoit qu'elle empiète sur une bonne moitié de l'océan. Ensuite, de chaque côté des continents, si on regarde bien, on voit qu'il y a un continent, une partie du continent qui est sous l'eau, on appelle ça le talus continental. Donc ça descend en pente assez rapide dans les profondeurs à 5000 mètres, 4-5 000 mètres de profondeur. Ben voilà les plaines. Les plaines abyssales, alors dans le secteur où j'ai fait la coupe, les plaines, c'est ce qui apparaît en bleu ici, elles ne sont pas très développées, elles sont plus développées dans l'Atlantique Sud. Voilà, donc je répète, le talus continental, passage rapide du continent aux profondeurs océaniques. Les plaines abyssales, bon, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est la profondeur la plus courante dans l'océan, 4-5 000 mètres de profond. Et puis une chaîne de montagnes océaniques de 2 km d'altitude. Du coup, si vous faites la soustraction, hein, on était à 4-5 000 mètres, vous remontez de 2000, ça veut dire qu'ici il y a encore 2 à 3 km d'eau, hein. Et ben, donc cette chaîne de montagnes s'appelle la dorsale océanique. Alors, on a ça dans l'océan Atlantique, on a ça dans l'océan Pacifique, même si c'est un petit peu plus compliqué dans l'océan Pacifique. Alors justement, dans l'océan Pacifique, il y a un autre relief qu'il faut noter, on en a parlé tout à l'heure, on le voit ici vu d'avion, enfin vu d'avion avec une exagération du relief, on voit qu'il y a des zones très profondes, le bleu foncé ça veut dire que c'est très profond, le long du Japon par exemple. Et ben donc là vous avez le même document mais en coupe, A, B, A, B. Vous avez donc le Japon, la mer de Chine qui est ici, et puis l'océan Pacifique qui est là. Et vous trouvez un relief en négatif, très négatif, donc, puisque ça peut descendre à moins 11 000 mètres. Alors le moins 11 000 mètres, il n'est pas au niveau du Japon, il est un petit peu plus au sud de la fosse des Mariannes. Donc ce sont les fosses océaniques, fosse des Mariannes. On expliquera, toujours pareil, pourquoi il y a ces reliefs. Vous pensez bien à indiquer sur les cartes, hein, sur les coupes que je vous donne, est-ouest à chaque fois, et puis quelques mots de vocabulaire géographique pour se repérer. Alors qu'est-ce que j'ai mis ici? C'est l'axe, hein, l'axe de la fosse, enfin l'emplacement de la fosse. Alors si on continue donc dans votre plan, vous avez ensuite un grand 2 qui s'appelle une approche géologique, distinguer les océans et les continents par la nature des roches, notamment, et puis par l'âge des roches. Alors on peut commencer par l'âge des roches, petit a, l'âge des roches. Et on regarde ce qui se passe à l'échelle globale. Alors ce document, vous ne l'avez pas, hein. À l'échelle globale, donc vous avez une répartition dans les océans. Voilà l'océan Atlantique avec la dorsale, et on s'aperçoit qu'au niveau de la dorsale, c'est codé en rouge. Rouge, c'est les âges très récents, ça veut dire que les roches de la dorsale sont très jeunes. Et quand on s'éloigne de la dorsale, on va par exemple au bord du continent africain ou au bord du continent sud-américain, on s'aperçoit qu'on a des couleurs vertes, voire bleues, et donc vert et bleu, on atteint des 180, 200 millions d'années, parfois là en haut. Donc quand on s'éloigne de la dorsale, les terrains sont de plus en plus anciens. On a la même chose dans le Pacifique, sauf que vous voyez que la dorsale elle est un peu plus compliquée dans le Pacifique, elle se trouve ici, mais enfin on retrouve cette logique, les terrains jeunes au niveau de la dorsale, les terrains anciens avec un maximum ici à 230 millions d'années au niveau de la fosse des Mariannes justement. Donc vous avez ce document-là, qui est une petite partie de l'Atlantique. On retrouve ici la Floride, les États-Unis avec les lacs, les grands lacs américains. Et puis ici, apparemment, ça a l'air d'être un bout d'Afrique. Enfin, je dirais que c'est un bout de... Oui, voilà, le détroit de Gibraltar et puis le Sahara, voilà, donc l'Espagne. Et donc vous avez la même répartition, alors au niveau de l'Atlantique, des roches très récentes au niveau de la dorsale, et puis ça culmine, où ça va jusqu'à 200 millions d'années, l'époque bien connue du Jurassique. Plus on s'éloigne de la dorsale dans les océans, plus les terrains sont âgés, on voit que c'est très bien organisé, très symétrique. Alors par contre, si on va voir ce qui se passe au niveau des continents, là ça devient beaucoup plus compliqué. Puis, tout simplement parce que on n'a pas de logique. Alors on voit quand même des zones rouges, ça veut dire très anciennes, hein. Des roches rouges qui apparaissent à peu près sur tous les continents. Voilà, même en France, on a ces zones rouges. Alors justement, la France, vous avez le détail, j'ai mis uniquement la France comme document. Vous avez des zones rouges, codées en rouge, qui sont les terrains les plus anciens. Le massif armoricain, le massif central, les Vosges,
Et puis d'autres, hein. Il y a également des lambeaux de ces roches rouges dans les Alpes et puis dans les Pyrénées encore. Enfin, retenez que c'est les roches les plus anciennes. Bon, et puis à un ordre de grandeur, j'ai mis un exemple, c'est 350 millions d'années. Maintenant, on trouve par endroits, notamment par ici, des roches très anciennes, pardon, par ici plutôt, des roches très anciennes qui datent de 1,8 milliard d'années pour la France. Et sur Terre, on peut remonter au niveau des continents des roches très anciennes de 3,8 milliards d'années. Et puis donc vous avez d'autres endroits, bassin aquitain, bassin parisien, qui sont des roches très jeunes, de l'ordre de 10 millions d'années, c'est un ordre de grandeur. Donc retenez que pour les continents, les âges peuvent être beaucoup plus anciens que pour les océans, puisqu'on peut monter à 3,8 milliards d'années, mais par contre il n'y a pas une organisation très ordonnée des âges des roches, c'est un petit peu tout en vrac, tout mélangé, on a du mal à avoir une organisation des âges, comme c'était le cas sur les océans, quoi. Sur les océans. Voilà. Donc je regarde où j'en suis dans le plan. Donc là, on a vu donc les différents âges. Maintenant, on va parler des roches que l'on rencontre. Alors là, ça fait l'objet d'un TP, où je vais finalement rappeler également quelques notions de TP. Donc quand on regarde une roche, on la regarde soit à l'œil nu, soit au microscope avec des filtres. Je ne reviens pas sur la technique d'étude des filtres, ça, il faut que vous manipuliez pour le faire, je ne peux pas le faire à distance. Donc quand on regarde les roches continentales, eh ben, on va trouver des roches sédimentaires, par exemple du calcaire, qui recouvrent du granit. En fait, on a toujours cette roche, le point commun, c'est le granit. On a ici par exemple un ballon vosgien, je crois que c'est le Grand Ballon. Eh ben, on s'aperçoit qu'il y a des espèces de reliefs arrondis qui correspondent en fait à des poches de granit. Alors, ce granit, c'est une roche magmatique, roche dans la famille des roches magmatiques plutoniques, c'est-à-dire qu'elle est bloquée en profondeur. Ça lui laisse d'ailleurs le temps de cristalliser. Il y a des beaux cristaux qui apparaissent. Vous devez reconnaître 3 cristaux sur l'échantillon de roche. Des cristaux plutôt translucides, comme ceci, c'est le quartz, des cristaux blancs. Alors ici, j'ai pas mis de flèche du coup, voilà, des cristaux blancs, ce sont des feldspaths, puis des petits cristaux noirs un peu partout. Ça va être du mica noir ou biotite. Alors au microscope, c'est beaucoup plus facile à repérer, la biotite. Je vous ai mis les critères d'identification sur la fiche. Encore une fois, si vous n'avez pas fait le TP, c'est pas très facile de vous l'expliquer par visio, donc il faudra prendre le temps de venir en dehors des heures de cours pour récupérer ce TP, au moins regarder les roches ensemble. Alors donc la biotite, on la retrouve en lumière naturelle avec des clivages parallèles, c'est-à-dire des cassures parallèles. Le feldspath, on voit qu'il y a des macles, c'est-à-dire des cristaux qui sont collés les uns aux autres, qui donnent un aspect de code-barre. Et puis le quartz, il a une forme un petit peu bizarre parce qu'il a des contours très, très arrondis. En fait, il cristallise en tout dernier, donc il remplit les interstices et il est plutôt coloré gris uniforme. Donc les roches de type continental sont des roches de type granit, qui sont des roches magmatiques qui se forment en profondeur, on dit plutoniques, et évidemment elles sont recouvertes de sédiments, et évidemment souvent même elles sont recouvertes de sols, de végétaux, comme on le voit sur la photo. Voilà un cristal de quartz, juste pour image. Voilà, bon oui, je ne me rappelais plus que j'avais... Donc là, effectivement, je comprends mieux mon diaporama. Là, j'ai fléché que des quartz, et voilà ce que ça donne dans une lame mince. Là, j'ai fléché que des feldspaths, et voilà ce que ça donne dans une lame mince. Et voilà ce que ça donne avec un cristal de feldspath qui est complètement isolé. Et là, je vais flécher que des micas, et voilà ce que ça donne dans une lame mince en lumière naturelle. Donc on voit des stries parallèles, des clivages parallèles. Alors du coup, comme la roche, ça je vais le dire, voilà, comme la roche est totalement cristallisée, on dit qu'elle a une texture holocristalline. Et comme on voit des grains partout, on dit qu'elle a une texture holocristalline grenue. Et la densité, là aussi, on a fait un petit TP de mesure de densité, on vous expliquera comment on fait. La densité est de l'ordre de 2,5. 2,5 à 2,7, ou alors la masse volumique. Tiens, je vais rectifier tout de suite en direct. La masse volumique, donc masse volumique, est de 2,5 grammes par centimètre cube. Voilà, puisqu'apparemment, ça paraît plus simple de vous parler de grammes par centimètre cube. Voilà, je remets la diapo.
par centimètre cube. Alors maintenant, je passe aux roches océaniques. Alors, dans les roches océaniques, on trouve, donc au fond des océans, hein, des roches qui ont pareil, qui sont holocristallines grenues, hein, qui s'appellent des gabbros. Alors ces gabbros, ils sont formés de deux minéraux cristallisés, des minéraux plutôt blancs. Et ben c'est nos fameux feldspaths, c'est les mêmes que pour le granit, les voilà, qui étaient là. Donc des minéraux blancs, des feldspaths qu'on retrouve ici, toujours pareil, en macle avec une espèce de code barre, en macle avec lui un système de code barre, on a l'impression de voir des codes barres. Et puis des cristaux jaunes, alors jaunes, non je dis des bêtises, des cristaux qui sont marrons plutôt, qui sont visibles en lumière, au microscope en lumière naturelle, critère 1, qui teintent souvent jaune en lumière polarisée, critère 2, et puis qui montrent des cassures, des clivages dans deux directions quasiment en angle droit. Donc des cassures fines dans ce sens-là, des cassures plus grossières dans l'autre sens. Hein. On retrouve ici, là aussi, vous voyez, les cassures, les cassures. Donc si vous avez ce système de coloration en lumière naturelle, teinte jaune souvent, pas tout le temps, en lumière polarisée, puis la double cassure, alors là vous êtes sûr que ça s'appelle des pyroxènes. Voilà un cristal de pyroxène isolé. Et donc la densité d'un gabbro, c'est de l'ordre de 2,9, 3, 3,2. C'est ce qu'on a trouvé quand on a fait les mesures. Alors ce gabbro, il se trouve sous les basaltes. Les basaltes, c'est ce qui vont se retrouver au-dessus. Alors les basaltes, ils ont exactement la même composition minéralogique que les gabbros, c'est-à-dire on y trouve des pyroxènes, des pyroxènes, des pyroxènes. Alors évidemment, tout est petit hein, dans un basalte. C'est le même grossissement hein, entre cette diapo-là pour un gabbro et cette diapo-là pour un basalte. C'est le même grossissement, on grossit 200 fois. Donc vous avez des cristaux, petits cristaux de pyroxène, et puis des tout petits cristaux, alors vraiment minuscules, il faut grossir énormément pour voir des tout petits cristaux de plagioclase avec du verre, le verre Ve2RE, c'est-à-dire des zones non cristallisées qui correspondent à du verre. Alors du coup, si c'est non cristallisé, on peut pas dire que c'est holocristallin, comme dans le cas du granit ou du gabbro. On dit que c'est une texture à moitié cristallisée, hémicristalline. Et comme il y a des petits bâtonnets de plagioclase, ces petits bâtonnets, on appelle ça des microlithes. Donc, on dit que la roche a une texture hémicristalline microlithique. Alors, la densité est la même que pour le gabbro, puisque c'est exactement la même composition chimique. Sauf que les cristaux n'apparaissent pas de la même façon, beaucoup plus petits, texture hémicristalline, texture microlithique, et ils n'apparaissent pas tous cristallisés, il y a du verre, donc texture hémicristalline. Voilà, alors du coup, si je reprends un océan, hein, en coupe, vous avez l'eau, vous avez toujours des sédiments qui sont par-dessus des basaltes, on verra ce que veut dire tout ce langage, hein, pile au lava. En dessous des basaltes, vous avez les gabbros, et puis en dessous, une dernière roche que je cite, qu'on regardera également au microscope, une très belle roche verte, qui est très profonde par contre, à texture grenue, qui s'appelle la péridotite. Et la péridotite, elle est formée, comme je l'ai mis dans la fiche, d'olivine et de pyroxène. On fera un petit épée là-dessus, on l'a déjà fait pour certains. Voilà. Donc encore une fois, je décris, là je suis vraiment en profondeur, hein, on peut trouver au fond de l'océan de la péridotite, généralement elle est en profondeur, mais elle peut se retrouver au fond de l'eau. Donc c'est pour ça que j'en parle en tant que roche au fond de l'océan. Alors l'olivine, ce cristal qui est vert olive s'appelle de l'olivine. Bon, donc du coup il est très facile à repérer à l'œil nu. Au microscope il a des teintes très vives de polarisation. Et puis le pyroxène, c'est les minéraux qui sont un peu sombres ici, qu'on retrouve au microscope, toujours pareil avec les directions de clivage, deux directions de clivage. Pas toujours facile à voir, hein. Là ici, 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 ici. Mais bon, on arrive à retrouver quand même que c'est des pyroxènes, comme dans le gabbro, il y a des pyroxènes. Il y a simplement ce cristal vert olive d'olivine qu'on a en plus, qui est lui par contre très fracturé, un peu n'importe comment. Voilà. Alors petit rappel pour ceux qui ne l'auraient pas fait en enseignement scientifique, hein, j'ai parlé à plusieurs reprises de roches sédimentaires et de roches magmatiques. Je vous rappelle que sur Terre il y a 3 grandes familles de roches, ou 4, ça dépend comment on compte, on va dire 3. Des roches sédimentaires, comme le grès, par exemple. Le grès qui est issu de grains de sable qui vont s'agglomérer pour former ces belles structures qu'on appelle du grès. Alors du coup, roche sédimentaire.
Autres roches sédimentaires qui sont des coquilles de différents êtres vivants qui s'accumulent, justement roches sédimentaires de type calcaire. Voilà le Mont d'Or. Le Mont d'Or, c'est un ensemble de calcaire, c'est des coquilles d'animaux marins qui se sont accumulées. Bon, alors on a le cas particulier de certaines roches sédimentaires qui se forment de manière chimique, comme les stalactites, les stalagmites. Et puis vous avez des roches magmatiques. Alors des roches magmatiques qui font éruption à la surface, éruptives, comme le basalte. Voilà une vue de drone d'une éruption islandaise apparemment. Ou alors des roches magmatiques qui restent bloquées en profondeur. Voilà, vous avez une sorte de poche de magma qui va se solidifier en plusieurs milliers d'années, qu'on appelle un pluton granitique typiquement. Alors évidemment avec l'érosion on peut le retrouver à l'air libre. Et puis une troisième famille de roches, c'est des roches sédimentaires ou des roches magmatiques qui ont été modifiées sans fusion. Elles ont été écrasées, elles ont été chauffées, mais elles n'ont pas fondu, et ça vous donne des roches dites métamorphiques. Alors on en fait souvent des pierres de salle de bain, des pierres tombales, des roches métamorphiques, parce qu'elles sont souvent très jolies, justement à cause de ces linéations qu'on a à l'intérieur. Voilà. Alors le cours est terminé, vous aurez un exercice à faire sur la mer Rouge, mais je n'en dis pas plus. Bonne journée à tous.